On craint de nouvelles tensions dans la région. Eh bien, on en parle avec Juliette Morillo, qui est journaliste au mensuel La Revue, spécialiste de la Corée et auteur d'Évadés de Corée du Nord. C'est aux éditions Belfond. Avec Pierre Rigolo, auteur de La Corée du Nord État voyou, spécialiste de l'histoire du mouvement communiste, rédacteur en chef du trimestriel Histoire et Liberté. Avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques, auteur des Intellectuels faussaires. Et avec Edmond Jouve, qui est professeur émérite à l'Université Paris-Descartes, spécialiste de la Corée, qui s'est rendu à plusieurs reprises en Corée du Nord. Avant de reprendre notre débat, un nouvel extrait, si vous le vouliez bien, du reportage exclusif de notre reporter Cyril Payen, reportage tourné en Corée du Nord, reportage exclusif France 24. Le gouvernement laisse entrer 3000 touristes occidentaux chaque année. Nous nous sommes glissés parmi l'un de ces groupes pour un circuit très encadré. Tout contact avec la population est proscrit. Le pouvoir nord-coréen veut des devises étrangères, mais pas qu'on lève le voile sur un pays plongé de force dans l'anachronisme et la misère. D'ailleurs, à peine avons-nous quitté Pyongyang, et voilà ce que l'on découvre lorsqu'on ouvre les yeux. Un cadavre abandonné sur un chemin, au milieu de nulle part. Bienvenue en République populaire démocratique de Corée. Pierre Rigolo, un mot quand même sur la famine qui a quand même secoué longtemps la Corée du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui les Nord-Coréens vivent à leur faim ? Écoutez, la famine, elle a frappé particulièrement la Corée du Nord dans la fin des années 90. On ne parle pas de famine aujourd'hui. Il y a sans doute davantage de la disette dans un certain nombre d'endroits. Il est difficile d'en juger aussi puisque on va en général d'abord à Pyongyang et c'est à Pyongyang que se trouvent les niveaux de vie le plus élevés dans ce genre de pays. La capitale, c'est la fenêtre vers le monde extérieur. Donc je dirais, oui, il y a de la disette dans un certain nombre d'endroits. D'ailleurs, le régime nord-coréen accepte les aides alimentaires. Donc il y a réellement des difficultés. Je dirais même qu'il a tendance, ces derniers temps, à souligner les besoins alimentaires. Donc la situation n'est pas bonne de ce point de vue-là, et ça n'est pas nouveau. C'est chronique, ça, oui, oui. Mais ça n'est pas, encore une fois, cette famine qui a été épouvantable. Ils mangent à leur faim, on peut le dire aujourd'hui. Enfin, ils mangent à leur faim, non, certainement pas. Je ne dirais pas ça. Il y a de telles différences, par exemple, ne serait-ce que biologiques. Vous savez, entre les enfants de Corée du Sud et de Corée du Nord, il y a eu des statistiques qui ont été faites. C'est assez impressionnant. C'est 15-20 centimètres. Et vous pouvez regarder, en général, les jeunes Sud-Coréens et les jeunes Nord-Coréens, même ceux qu'on voit à la télévision d'État, physiquement, ils sont marqués par la différence de régime et par la mauvaise situation alimentaire de la Corée du Nord. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de l'impact régional du décès donc de Kim Jong-il. Avec vous, Pascal Boniface, est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, à un regain de tension dans la région ou au contraire à une période d'apaisement ? On alterne toujours un peu entre les deux depuis maintenant assez longtemps. Il y a des tensions quand on parle un peu du nucléaire. Et puis ensuite, en échange d'une aide d'urgence, la Corée du Nord calme un peu son ton. Ils veulent surtout avoir la reconnaissance des États-Unis. Donc ils se sont beaucoup agités quand Obama a été élu et qu'à leurs yeux, il ne les a pas suffisamment reconnus. En même temps, la situation est relativement bloquée parce que personne n'a intérêt à la réunification. L'objectif de tous, officiel, c'est la réunification, mais personne n'en veut. Les Sud-Coréens n'ont pas envie d'une réunification qui serait trop coûteuse pour eux. Ils voient que l'Allemagne a eu beaucoup de mal à être réunifiée. Il y avait quand même 4 Allemands de l'Ouest pour 1 Allemand de l'Est. Il n'y a que 2 Sud-Coréens pour un Nord-Coréen et l'écart est trop gigantesque entre les deux pays. Les Américains estiment que la division les sert parce que ça justifie leur présence dans la péninsule. Les Japonais craignent que la réunification se fasse sur des sentiments anti-nippons. Et les Chinois ne veulent pas que leurs frontières soient tombent aux mains d'un pays pro-américain dans le bras de fer global. Donc, et en même temps, on ne veut pas non plus d'une explosion parce que même si la Corée du Nord pourrait dans un conflit n'être que battue, elle peut quand même, Séoul est à 50-60 km, ils ont des missiles qui peuvent atteindre Tokyo, donc c'est quand même potentiellement une situation extrêmement dangereuse, ce qui fait que le statu quo est à la fois dramatique pour la population nord-coréenne et en même temps arrange tout le monde d'un point de vue stratégique.
Edmond Jouve, est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une période de tension ou au contraire d'apaisement? On a appris par exemple qu'aujourd'hui que la Corée du Nord avait tiré un missile de courte portée, que la Corée du Sud était en état d'alerte. Alors est-ce qu'il y a une tension Moi je pense que obligatoirement il y aura pendant quelques jours, peut-être davantage, une certaine tension dans la région. Mais c'est à chacun de voir jusqu'où il peut aller. Et je voudrais revenir d'ailleurs, mettre ceci dans le débat. À mon avis, c'est la chose certainement la plus importante que je pourrais dire au cours de cette émission. Et ce qui me fait revenir de nouveau à l'état de droit coréen et à la Constitution, l'article 3, qui dit que la République populaire démocratique de Corée se guide dans ses activités sur les idées du Juche, on en a parlé tout à l'heure, compter sur ses propres forces. Du Juche. Oui, enfin bon, oui, il y a des problèmes de prononciation. Et les idées du Shongun. Alors, l'idée du Shongun, ça a été introduit par Kim Il-sung, et je pense que ce sera repris par... Mais là, on est sur l'aspect régional. Oui, mais c'est le rôle réservé à l'armée. Ce que je vais dire, c'est que la Constitution indique que l'armée est plus forte que le parti. Que le parti, vous entendez bien. C'est le fusil, c'est la philosophie du fusil. Voilà. Alors, ce qui veut dire... L'ambassade m'a envoyé il y a quelque temps une petite feuille, le Songun Bokeh de la paix, c'est donc quelque chose de très officiel. Et pour nous qui vont étudier les régimes communistes, les pays de l'Est, les consciences soviétiques ou autres... Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire alors là je vais vous dire que c'est l'armée qui est aux manettes. Alors que va faire voilà. Alors c'est l'armée qui est aux manettes, on l'a bien compris. Alors que va faire l'armée? Est-ce que vous pensez que l'armée va avoir un rôle offensif? Est-ce que l'armée va avoir un rôle offensif, vous pensez, dans les prochaines semaines? Mais non, ils n'en ont pas les moyens. C'est une armée énorme. Il y a 1 200 000 soldats pour un pays de 24 millions d'habitants. C'est complètement disproportionné. Oui. En même temps, l'équipement est pour le moins obsolète pour le tout un chacun. Bien sûr, ils ont quand même l'arme nucléaire, il ne faut quand même pas l'oublier, et des missiles dont la portée peuvent... C'est pas tout à fait négligeable, tout ça. Oui, d'accord. Mais en même temps, dans un affrontement général avec la Corée du Sud, plus l'allié américain, mais la Corée du Sud suffirait, ils seraient défaits, ils seraient battus. Comme ces gens-là veulent rester au pouvoir, leur intérêt n'est pas de se lancer dans une confrontation, c'est de faire peur, parce qu'ils sont dans une stratégie d'extorsion. En faisant peur, ils peuvent espérer recevoir une aide ou... Bon. Alors justement, ce qui est étonnant, c'est que quelques jours avant la mort de Kim Jong-il, eh bien, les pourparlers ont repris entre Washington, la Chine, entre autres, et la Corée du Nord, avec un échange. Vous arrêtez donc le programme nucléaire contre de l'aide alimentaire. Ce sont des allers-retours permanents. Il y a 5 ans, la Corée du Nord avait signé un accord de dénucléarisation qui pouvait présenter certains espoirs. Ils sont revenus constamment depuis 1993, date à laquelle la Corée du Nord s'est retirée du traité de non-prolifération des armes nucléaires qu'il avait signé, je pense par respect de l'état de droit. Eh bien, constamment, depuis 1993, la Corée du Nord montre ses muscles nucléaires et puis ensuite dit « Ah, on va négocier ». Et c'est sans cesse... C'est du chantage, finalement. C'est du chantage parce que, finalement, ils ne savent pas quels sont... Ils disent aux Occidentaux « Nous, on ne peut pas exporter de voitures, on ne peut pas exporter des machines électroniques. Par contre, ce qu'on peut exporter, c'est des armes nucléaires et des missiles. Donc, si vous voulez qu'on ne soit pas contraint à cette issue pour pouvoir avoir quelques devises, il faut remplacer nos exportations par une aide. Et donc il faudra négocier. Il faudra négocier. Et pour revenir à l'actualité, parce qu'au fond, c'était votre question au début, la tension, oui, aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait tension, puisque finalement, il y a une transmission du pouvoir. Et l'envoi d'un ou deux missiles à courte portée peut être interprété comme un message d'ailleurs assez modéré, indiquant mais c'est un message quand même. C'est un message indiquant qu'il ne faut pas se mêler des affaires intérieures de la Corée du Nord et que la Corée du Nord est capable de régler elle-même cette question de la succession. En revanche, pour la suite, on peut en effet espérer un certain nombre de changements, mais rien n'indique... Et vous êtes d'accord avec Pascal Boniface, lorsque Pascal Boniface dit finalement que tous les voisins, et les Américains compris, ne veulent pas finalement de la réunification des deux Corées? C'est un peu... Parce que ce n'est pas dans leur intérêt, ni aux Américains, ni aux Chinois, ni aux Sud-Coréens, ni aux Japonais.
Est-ce que vous partagez cet avis? Pas tout à fait, mais on n'est pas très éloigné. Je veux dire, par exemple, que les Américains trouveraient certainement des raisons de maintenir leur présence dans une Corée réunifiée sous la direction de Séoul. Par exemple, je ne suis pas sûr que ça remettrait en cause oui, leur... mais ça serait une autre présentation, ça serait quand même plus compliqué pour eux. J'insisterai beaucoup sur la volonté des Chinois de ne pas avoir une Corée réunifiée, c'est-à-dire pro-occidentale et pro-américaine à leurs frontières. Ils ont suffisamment de problèmes intérieurs. Et je crois aussi que la Corée du Sud demande une analyse nuancée. Après tout, il y a une partie, effectivement, de l'establishment politique qui désire cette réunification. Une partie des hommes d'affaires qui est réticente parce qu'il y a les difficultés qu'on a dit, notamment la démographie et puis évidemment l'énorme distance qu'il y a entre les deux parties de la Corée du Nord. Donc oui et non en ce qui concerne les jeunes générations, par exemple, au Sud, avec qui vous parlez, on sent que la Corée du Nord c'est la planète Mars, ça ne les intéresse pas. C'est tellement loin, c'est même plus la planète Mars, c'est une planète devenue, c'est même plus la planète Mars. Jusqu'ici c'était la planète Mars qui était inconnue, mais maintenant les Nord-Coréens qui jusqu'ici étaient présentés comme l'ennemi, qui leur faisait peur. Il y avait des émissions de télévision sur l'espion venu du Nord. Maintenant, ces Nord-Coréens, ils les fréquentent. Vous en avez plusieurs milliers qui sont arrivés en Corée du Sud. Donc, au début, ils avaient une certaine aura. On voulait savoir ce qui se passait en Corée du Nord. Il y avait un côté mystérieux. Et puis, on espérait toujours qu'il y ait des réunions familiales. Là, finalement, ils se retrouvent à Séoul. Le gouvernement sud-coréen les aide. Je parle de tous ces réfugiés nord-coréens qui ont fui leur pays par le Tumen. Après un périple, souvent à travers l'Extrême-Orient, se retrouvent en Corée du Sud. Alors là-bas, on leur donne de l'argent, on leur donne une carte bleue. Mais il y a deux problèmes. D'une part, on ignore le fait qu'ils ont, malgré l'argent et malgré la carte bleue, ils ont une nostalgie de leur patrie, qui est une nostalgie humaine. Et quant aux Sud-Coréens, qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient ces Nord-Coréens qui se retrouvent finalement dans des sortes d'appartements qui leur ont été donnés, mais qui parfois ont des têtes un petit peu de ghetto, ils se retrouvent tous au même endroit. Ils ont l'impression, ils les considèrent, pardonnez-moi l'expression, comme des ploucs. Ils parlent un coréen qui est un petit peu dépassé, un petit peu le décalage que nous pourrions avoir entre le canadien et le français, avec des mots un petit peu vieillots. Mais pour la jeune génération coréenne d'aujourd'hui, en Corée du Sud, qui a des ordinateurs, où la technologie est vraiment de pointe, bon, ces Nord-Coréens ne les intéressent plus. Mais avant, du coup, ils en avaient peur, maintenant, ils en ont pitié. Ils en ont pitié, ils ne les intéressent plus. C'est une sorte de manque. Le mystère a disparu aussi. Et ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie de sacrifier leur niveau de vie, mais il faut aussi se demander ce que pensent les Nord-Coréens dans les rues à Pyongyang. Eux, le discours est inverse. Ils ont envie d'une réunification, mais en effet, et là je rejoins ce que disait M. Jouve dans une certaine mesure, Sang-un, donc le militaire passe d'abord, et on a des réponses. Oui, une réunification parce que c'est notre pays, parce que ce sont nos frères, mais par la force s'il le faut. Oui. Edmond Jouve. Mais oui, ça me rappelle il y a quelques années, lorsque Rim Soo-kyam, l'étudiante sud-coréenne, était venue clandestinement, en quelque sorte, participer à des Jeux Olympiques bis, et dont le mot d'ordre était « Korea is one ». Et je ne suis pas sûr que la situation, je serais donc en léger décalage, ait forcément changé. Je crois qu'il y a ce désir d'unité très verrouillé au corps. Et puis, je voudrais dire une deuxième chose. Où est le désir d'unité ? Comment ? Et entre le sud et le nord ? Ou au nord ? Au nord, entre le sud et le nord ? Au nord ? Au nord, il y a une volonté d'unité ? Certainement. Et au sud également. C'est ce que je pense. Sentimentalement, romantiquement, mais dans la pratique, romantiquement, Oui. bien sûr, ils sont tous frères, ils emploient les mêmes termes, mais dans la pratique, au nord, on dit si besoin est par la force, Et puis, il faut au être sud, on dit réaliste. oh oui, mais petit à petit, pas tout de suite. De régimes si différents, à des niveaux de vie, des niveaux de vie si différents. Il y a quand même assez peu de Sud-Coréens qui fuient au nord, je ne crois pas me tromper. On n'a pas dit ça. Mais l'autre chose aussi, vous disiez que c'est un pays fermé. Bon, Verrouillé. Verrouillé, voilà.
eh bien, j'en suis pas si sûr. Et les cassettes, moi, je peux vous donner au moins une partie. Mais les cassettes, c'est peut-être une petite épingle. Voilà, ils n'ont pas le droit de circuler. Aussi, il y avait des samizdates. On me demande des cassettes quand j'arrive. Oui, précisément parce qu'on n'a pas le droit d'en obtenir des chansons légalement. Françaises ou ce qu'on veut. Voilà. Et je dois dire que chaque fois, j'ai trouvé d'abord des banderoles écrites en français, ce qui est très surprenant. Parce qu'on vous voyait venir. Parce que les Nord-Coréens aiment beaucoup la France, ça c'est incontestable. Bon, voilà. Oh, donc, madame, pour me souvenir bien qu'on n'écrivait pas les mêmes choses. Bon, alors, il y a une centaine de pays représentés. J'ai même croisé, figurez-vous, Monsieur de Grossouvre, qui, me semble-t-il, avait des attaches avec l'Élysée. Et vous savez que le principal hôtel là-bas... Si c'est récent, c'est peut-être pas lui. Hein. Non, j'ai dit, j'ai croisé. Et nous avons fait... Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Vous voulez nous dire que c'est un État formidable, non, ouvert à tout, il y a la liberté d'expression, on peut circuler librement. Mais vous voulez nous dire quoi alors? Je prends la responsabilité, je dis qu'il n'est pas aussi fermé que cela, et que aussi ça explique qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Mais ce qui se passe, parce que Juliette Morillo nous l'expliquait, il y a des vidéos qui circulent et encore tout le monde n'y a pas accès via la frontière, la contrebande. Voilà, donc c'est pas de la liberté. Petit à petit au courant de ce qui se passe, mais pas à tous les niveaux de la population. Qu'en 2011, il y a un peu de diffusion dans un monde globalisé où tout s'échange, qu'il y ait un minimum de diffusion des informations et que la Corée du Nord en arrive à peu près au stade où était l'URSS ou Brejnev. Je ne pense pas que ça puisse être présenté comme un très grand progrès, ni pour les Nord-Coréens. Donc ils ont simplement 60 ans de retard sur l'Union soviétique brejnevienne. Je ne pense pas que ça puisse être présenté très franchement comme quelque chose d'excitant ou tout simplement d'acceptable. Par exemple, notre journaliste Cyril Payen, il faut le dire, n'est pas rentré comme ça en Corée du Nord. Il se fait passer pour un touriste. Il est rentré avec un carte de touriste, avec un visa de touriste. Voilà, et avec caméra cachée, il a filmé le reportage que vous pourrez d'ailleurs voir au mois de janvier sur notre antenne. Pierre Rigoulot, une dernière question, ça rejoindra un peu ce que Pascal Boniface disait tout au début de l'émission. Les révolutions arabes, est-ce qu'ils en ont peur justement, les dirigeants arabes, avec la chute des dictateurs? Est-ce qu'ils en ont peur aujourd'hui, les Nord-Coréens, en se disant ça peut arriver aussi chez nous? Est-ce qu'on peut imaginer le peuple nord-coréen se révolter pour plus de liberté, justement, comme a pu le faire le peuple arabe? Rapidement. Rapidement, je suis un peu surpris par votre question parce que je crois que ce qui s'est passé dans les pays arabes et ce qui pourrait se passer dans un pays comme la Corée du Nord, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais si on... Il n'y a pas Internet. Et d'autres choses. Mais parce que l'une de nos correspondantes, justement, en Corée du Nord, nous disait que certains dirigeants craignaient un peu... ça c'est clair, qu'ils craignent qu'ils craignent le changement au vu de ce qui s'est passé dans la révolution arabe. Si je puis dire, mais on peut être, si on est un dirigeant, rassuré, c'est pas immédiatement que ces choses-là peuvent se faire. On a un véritable quadrillage par la police, on a une propagande qui matraque des vérités, parce qu'on n'est pas simplement tenu d'obéir, il faut montrer aussi son adhésion enthousiaste au régime. Vous avez vu ces gens qui pleuraient, je pense dans l'ensemble que c'est sincère, mais de toute façon il faut qu'ils montrent leur désespoir. Vous vous souvenez, Solzhenitsyn qui racontait qu'on applaudissait dans les congrès et qu'on jetait un œil à côté pour savoir si on pouvait s'arrêter. Là aussi, si vous ne pleurez pas, vous serez suspect pour le régime. Vous montrerez que vous n'avez pas été suffisamment, en phase avec le régime. Alors, on est loin d'un état de droit quand même, et de mon jour quand on entend Pierre Rigoulot. État de droit coréen. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau du débat pour nous parler de l'avenir de la Corée du Nord. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.